LISA est un dispositif conçu pour repérer et comprendre les besoins et les forces des élèves afin de mieux accompagner leur bien-être et leur santé mentale. LISA est composé d'une plateforme numérique, d'un parcours de formation destiné aux enseignants et d'un réseau de collaboration multi-acteurs. Soutenu par l'État, le projet LISA France 2030 vise à améliorer le bien-être d'environ 70 000 élèves dans 190 établissements en France et à l'international. Le projet LISA se construit autour de la question essentielle de comment favoriser le bien-être de tous les élèves afin de leur permettre d'apprendre et de progresser ensemble en s'épanouissant. On voit bien évidemment que chaque élève est unique, qu'il a ses forces, qu'il a ses besoins spécifiques, mais qu'il évolue au sein d'un collectif, le groupe classe. Et le défi qui se pose aux enseignants au quotidien va vraiment être de pouvoir transmettre des connaissances, veiller à l'acquisition des connaissances et des compétences pour chacun de ces élèves au sein d'un groupe. Les statistiques sur la santé mentale montrent l'importance d'adresser ce sujet dans le cadre scolaire. Et c'est dans ce contexte que LISA intervient. Alors on a de nombreux dispositifs qui existent évidemment, au rang desquels les PAP qui accompagnent les élèves et qui exigent un diagnostic formel pour offrir un soutien. Mais on a aussi des élèves qui n'ont pas forcément ce type de programme d'accompagnement et qui ont également des besoins. Que proposons-nous concrètement ? LISA offre des formations, des outils et des ressources élaborés à partir d'une collaboration interdisciplinaire d'enseignants, cliniciens, chercheurs et ingénieurs. Grâce à cette co-construction, les ressources sont à la fois scientifiquement rigoureuses et adaptées à la réalité scolaire. Au cœur de cette initiative se trouve une plateforme numérique qui comprend un outil de repérage et une base de ressources qui propose des interventions concrètes à mettre en place dans la classe. Le questionnaire Facettes, qui comprend 12 questions, permet aux enseignants de faire une observation systématique et structurée de chaque enfant. À partir des réponses fournies au questionnaire, un tableau de bord individuel se génère et offre un résumé des forces et des besoins de chaque élève, ainsi que des suggestions pour les enseignants. Alors ces suggestions sont présentées sous forme de fiches simples et pratiques, prêtes à l'emploi. La base de ressources Lisapédia est quant à elle composée de toutes les fiches pratiques prêtes à l'emploi, ainsi que des hyperliens permettant d'accéder à des ressources externes, pédagogiques et théoriques. LISA propose également des formations pratiques, en ligne et en présentiel, qui sont adaptées aux besoins des enseignants. La démarche LISA s'appuie sur un programme de recherche mené par des chercheurs spécialistes de la santé mentale et du neurodéveloppement. Ce programme s'appuie sur un comité éthique scientifique international, assurant ainsi la rigueur, le respect du cadre éthique et la protection des données. L'école joue un rôle crucial dans le bien-être et l'épanouissement des enfants et des adolescents. L'équipe LISA travaille pour fournir des outils à la hauteur de ces enjeux. Ce webinaire qui porte donc sur la phobie scolaire ou le refus scolaire anxieux, sur lequel Lélia va aborder à la fois les actualités scientifiques et les conseils pratiques à votre destination. Donc, pour vous présenter Lélia, elle est pédopsychiatre et chercheuse à l'université de Yale et au centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de l'INSERM. Elle est aussi formée à la théorie ancrée à l'école des hautes études en sciences sociales, avec une spécialisation dans le master santé, population, politique sociale, et elle est aussi bien sûr spécialiste du refus scolaire anxieux chez les enfants et adolescents. Avant de te passer la parole, Lélia, euh, je voulais juste préciser un petit peu le format du webinaire. Donc, on va laisser intervenir Lélia pendant environ une trentaine de minutes. Puis ensuite, on vous laissera la possibilité de poser des questions directement dans le chat et j'essaierai de les transmettre à Lélia dans la mesure du possible. Bon, bien, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente de participer au projet LISA et je vous parle ici de Yale aux États-Unis sur la côte Est. Voilà, donc on va parler ensemble de la phobie scolaire ou du refus scolaire anxieux, que je traite comme des synonymes euh, à travers cette présentation. Donc, de quoi parle-t-on? En fait, le refus scolaire anxieux ou phobie scolaire, euh, encore une fois, ici, ce sont des synonymes, ce sont des troubles de l'assiduité scolaire. Si on regarde en général, qu'est-ce que c'est qu'un trouble de l'assiduité scolaire? C'est un jeune qui ne va pas à l'école, un jeune qui est absent. C'est la première chose qu'on voit, un élève qui devrait être en classe et qui finalement n'est pas en classe. Et si on regarde la littérature internationale, il y a eu des efforts pour essayer de catégoriser différents types d'absence. On a la fameuse école buissonnière,
donc un élève qui ne va pas en classe parce qu'il veut parler en classe, il veut faire autre chose. On a l'exclusion par l'école. Donc là, c'est l'école qui, souvent pour des raisons disciplinaires, dit tu n'es pas autorisé à aller en classe. On a le retrait scolaire avec des élèves qui vont finalement aller mal en général et ne pas pouvoir aller en classe parce qu'ils vont trop mal pour faire quoi que ce soit. Et on a le refus scolaire anxieux ou la phobie scolaire, qui était donc en anglais catégorisé comme school refusal, donc c'est-à-dire un élève qui est trop anxieux pour aller en classe euh, et c'est pour cette raison qu'il ne va pas en classe. Donc on va regarder ensemble ce que ça cache. La définition de la phobie scolaire ou refus scolaire anxieux, c'est la suivante. Un enfant ou un adolescent qui est réticent à aller à l'école ou s'y refuse, tout en exprimant une forte détresse émotionnelle, soit temporaire, et indicative de son aversion pour la présence scolaire. Ça veut dire quand euh, c'est le week-end, quand c'est les vacances, bah, ça va mieux. Mais quand c'est l'heure d'aller à l'école, il y a une terreur, une tristesse et plaintes corporelles. Ou alors, cette aversion peut être durable, c'est-à-dire en plus de cette peur liée à l'école, il y a une humeur dépressive, des troubles du sommeil, même quand il n'y a pas les parents. Donc, c'est différent de l'école buissonnière. Par exemple, les parents sont au courant si le jeune reste à la maison. Et s'il a tenté de cacher son absence par le passé, au tout début, par exemple, de ce comportement, il a cessé de le faire une fois découvert. L'enfant ou l'adolescent n'a pas de comportement clairement antisocial, donc il n'est pas en train de euh, se mettre dans des ennuis en dehors de l'école. Et la seule chose vraiment qu'il essaye à faire, c'est de résister aux efforts des parents pour l'emmener à l'école. En dehors de ça, c'est un enfant qui pose pas de problème. Les parents font ou ont fait des efforts raisonnables pour s'assurer de la présence en classe de leur enfant et affirment leur souhait que leur enfant soit présent à l'école à plein temps. Donc en fait, on a quand même des critères assez précis et vous voyez qu'on dresse ce profil d'un élève qui est assez anxieux, qui n'arrive pas à aller en classe, mais qui ne cache pas particulièrement ça à ses parents et les parents essayent de l'encourager à y aller. Attention toutefois, hein, comme toute définition, elle n'est pas parfaite et on peut voir des choses qui posent question. Par exemple, le fait de exprimer une forte détresse émotionnelle, on sait que tous les élèves ne vont pas l'exprimer de la même manière. Par exemple, on sait que le fait d'exprimer des émotions de vulnérabilité est codé en termes de genre dans notre société, c'est-à-dire que les garçons apprennent très vite à moins exprimer leur vulnérabilité que les filles. Et en fait, on se rend compte, si on regarde de près, que parfois des élèves garçons vont avoir... ne vont pas montrer cette détresse émotionnelle alors qu'à l'intérieur, ils la ressentent. Donc, il ne faut pas non plus se coller complètement à cette définition, il va falloir lire entre les lignes. L'autre chose, c'est les parents font ou ont fait des efforts raisonnables pour s'assurer de la présence de l'enfant en classe. On voit bien que là encore, ça demande une lecture et une interprétation du comportement des parents. Et certains parents pour des raisons culturelles, par exemple, vont avoir du mal à solliciter les enseignants, appeler la direction de l'école, dire je suis inquiet pour mon enfant. Même s'ils sont très inquiets, il y a des cultures où aller solliciter les enseignants, solliciter l'école, c'est irrespectueux. On ne veut pas prendre le temps des professionnels scolaires. Et même si on a très envie que son enfant réussisse à l'école, on ne va pas aller faire des démarches proactives. On voit bien qu'à l'inverse, du coup, on peut se dire bah, peut-être que ses parents ne sont pas intéressés mais pourtant ce sont des parents intéressés. Donc attention à ces définitions, hein, il faut les lire avec prudence. La phobie scolaire, c'est aussi un phénomène social, hein. En fait, s'il n'y avait pas d'école, il n'y aurait pas de phobie scolaire, entre guillemets. Si on regarde sur Google Trends, hein, qui analyse l'intérêt que les internautes ont pour un sujet, les gens vont beaucoup plus chercher phobie scolaire au moment des rentrées scolaires. Et vous voyez un pic chaque année au mois de septembre, puisqu'en fait, au retour des vacances, il y a un phénomène de réadaptation à l'école. Et là, tout un tas de peurs et d'angoisses peuvent ressurgir. Et vous voyez les petits pics en cours d'année, hein, même après le pic du mois de septembre. En fait, si on regarde de manière très précise, ils correspondent à toutes les rentrées après les vacances scolaires. Donc, les plus malins d'entre vous vont me dire, ah bah super, il suffit juste d'enlever toutes les vacances et il n'y aura plus jamais de phobie scolaire. Bon, bah, non, heureusement, on a besoin des vacances, donc on va les garder, mais il faut voir qu'il y a ce phénomène d'adaptation. Si on a été en dehors de l'école pendant un moment, c'est encore plus dur d'y retourner.
Voilà, donc là, c'était ce que je vous montrais, hein. Les pics, c'est les retours de vacances, hein, donc septembre, novembre, janvier, mars et juin, c'est les examens. Et les creux, eh bien, ce sont les vacances. Le contexte scolaire qui est important à prendre en compte en France, c'est quand même une crise du système scolaire, hein, avec un mal-être à l'école qui a été démontré par plusieurs rapports, en fait, et une faible formation pédagogique aux compétences socio-émotionnelles, hein, à la fois pour les enseignants, même si Lisa, notamment, souhaite y remédier. Euh, mais voilà, c'est des choses qui sont nouvelles en France, on s'y met, et ça progresse, mais on avait un petit peu de retard à rattraper. Les savoirs sont davantage théoriques et individuels que pratiques et collectifs. Et encore une fois, on sait que plus le savoir est théorique et individuel, plus ça augmente la pression sur les épaules de l'élève qui est chargé tout seul de sa réussite. La scolarité est sous tension. On sait que là où l'école de la République cherche, en théorie, à diminuer les inégalités sociales, on s'est rendu compte, notamment dans les rapports PISA, que parfois elle augmentait les inégalités sociales et que donc on ne pouvait pas s'assurer simplement de la présence à l'école comme d'une garantie d'ascenseur social, par exemple. L'urgence de l'insertion socio-professionnelle est aussi quelque chose de typiquement français. Dans d'autres pays, après la fin, par exemple, du bac, on peut faire des pauses, travailler un petit peu avant de faire des études, faire des voyages. En France, il y a cette idée qu'il faut enchaîner une étape après l'autre et que tout redoublement, toute bifurcation va être quelque chose de difficile à rattraper. Et par conséquent, entre 15 ans et 19 ans, 71% des jeunes déscolarisés sont sans emploi. Donc ça, c'est aussi un phénomène si vous voulez, de prophétie autoréalisatrice, hein. Si on est dans une culture où on pense qu'il faut absolument faire une ligne droite pour ses études, tous ceux qui trébuchent en chemin vont être en difficulté pour avoir un emploi. Encore une fois, dans d'autres pays, on peut avoir un emploi en tant que jeune et ensuite revenir un peu quand on veut faire ses études pour les compléter. Donc, la lutte contre le décrochage scolaire est une priorité politique et la phobie scolaire suscite aussi de l'intérêt parce que ces jeunes-là n'arrivent pas à aller en classe. L'emprise du diplôme, c'est aussi une spécialité française, hein, c'est-à-dire qu'on a très envie de finir nos diplômes rapidement, puisque c'est ce qui permet l'accès à l'emploi, hein, beaucoup plus que les compétences concrètes. Voilà, donc il y a un long processus d'inflation des diplômes, avec la majorité des personnes qui finalement auront tout un tas de diplômes, mais un emploi sans rapport avec leur formation. Et donc les perdants de cette emprise du diplôme, hein, risquent d'être handicapés par l'absence de diplôme. Alors, encore une fois, je dresse un drapeau un peu sombre. On essaye de changer les choses en France, de rendre les choses plus flexibles, mais pour l'instant, on en est un petit peu là. Tout ça pour vous expliquer qu'il y a de la pression du côté des élèves et que ça contribue aussi à la phobie scolaire. Du côté de l'école, comment ça se joue? Ça se joue par des orientations, hein, qui sont vécues par les élèves comme assez rapides, hein. Il y a des orientations à la fin du collège, il y a des orientations à la fin de la seconde, il y a des orientations après le bac. Et donc l'idée qu'elles vont être rapides, irrémédiables, hein, et définitives, et qu'ensuite on risque de se faire enfermer par son orientation. Et donc, les jeunes vivent ça comme une bifurcation définitive, hein, qui les force à avancer à tâtons vers l'inconnu. Et tout ça est très stressant. Donc, face à cette peur de l'échec, hein, en psychologie, on qualifierait ça d'angoisse de performance, hein, c'est-à-dire on a peur de rater au point des fois que ça nous paralyse. On a trois grandes peurs, hein, la pression ressentie, le fait que l'image de soi peut être affectée quand on ne réussit pas aussi bien, et le sentiment d'impuissance, hein, c'est-à-dire l'impression que quelque chose de beaucoup plus fort que nous arrive dessus et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire face à cette orientation. J'ai oublié de parler de Parcoursup qui augmente un peu ce sentiment d'impuissance parfois, hein, parce que on fait ce qu'on peut, on monte un bon dossier, mais ensuite c'est l'algorithme qui décide. Et ça peut être vécu très difficilement de l'intérieur. Donc, ça nous amène à des paradoxes, hein, qui nous font comprendre que parfois des élèves qui sont très soucieux de leur scolarité vont travailler moins qu'ils devraient ou alors vont moins aller en classe que ce qu'ils aimeraient faire. Euh, alors, comme je vous disais tout à l'heure, si c'est un élève qui s'ouvre à ses parents, qui s'exprime, on va se dire, ah bah ça, c'est une phobie scolaire, on va s'en occuper. Mais parfois, il y a des comportements qui masquent la peur de l'échec. Par exemple, le mépris. Et on sait que
Pour certains élèves, ils vont préférer masquer leur peur de l'échec en disant je m'en fiche, de toute façon, ça n'a pas d'importance, au lieu de dire j'ai peur de rater. La fuite, qui est de dire je sèche ou je suis malade. La procrastination, c'est-à-dire je remets au lendemain ce que je pourrais faire aujourd'hui. Et carrément la sidération. La sidération, c'est je suis bloquée, je ne peux plus rien faire. Et quitte à ne rien faire, ben, autant rien faire à 100% parce que là, au moins, je suis sûre que je gère. Ça, c'est par exemple la stratégie qui consiste à dire, vu que je suis hyper en retard pour réviser mon contrôle, et ben, je ne vais pas le réviser du tout. Au moins, j'aurai l'impression d'avoir maîtrisé quelque chose. Parfois, c'est une astuce à respecter. Voilà. Donc, je vous montre tout ça pour vous montrer que le tableau de phobie scolaire, même si c'est des élèves qui sont anxieux, il n'est pas euh, forcément toujours très, très clair et il va falloir regarder derrière ces comportements qui masquent parfois. Alors, j'avais mené il y a quelques années une enquête auprès des enseignants et d'autres professionnels de l'école, donc des administrateurs, des infirmiers scolaires, des médecins scolaires, pour essayer de voir comment ils comprenaient, eux, la phobie scolaire. En fait, on a un certain nombre de malentendus au sein de l'école vis-à-vis des parents. Et en fait, rassurez-vous, ce sont des malentendus bilatéraux. C'est pas du tout que du côté de l'école qu'il y a des difficultés. Un des préjugés, comme je vous disais, c'est l'attente d'une initiative parentale. C'est-à-dire beaucoup d'enseignants qui disent, si j'ai un élève qui est anxieux, je m'attends à ce que les parents me contactent. Et la majorité des parents le font. Mais si les parents ne le font pas, il peut y avoir un impact individuel. Parce que parfois, les barrières culturelles peuvent retarder l'accès aux soins des parents qui ne vont pas oser téléphoner, qui ne vont pas oser appeler. Ça va donner l'impression que c'est un élève qui s'en fiche, alors qu'en réalité, si vous appeliez à la maison, vous sauriez que l'élève est hyper anxieux et ne réussit pas à venir en classe pour des raisons d'anxiété, qu'il a besoin d'être accompagné. Un autre préjugé et donc vous voyez bien que ça augmente les inégalités sociales, parce que souvent c'est les parents qui sont le plus éloignés de l'école, qui n'ont pas les codes eux-mêmes, qui vont pas forcément téléphoner, chercher de l'aide, et donc leur enfant va rester un peu sur le côté sans être aidé, voire même être jugé, en disant bah, peut-être que c'est un enfant qui s'en fiche. L'autre, c'est un jugement moral de l'élève en fonction de son niveau scolaire. Quand je posais la question aux enseignants, est-ce que vous avez des élèves qui ont une phobie scolaire? Ils me disaient, bah oui, en général, ceux qui ont une phobie scolaire, c'est des bons élèves. Ils ont des bonnes notes, ils sont intéressés par l'école. Et puis, on se rend compte à ce moment-là qu'ils deviennent anxieux, ils peuvent plus aller en classe, les parents appellent, tout le monde est inquiet. Et je disais, mais ça vous arrive pas d'avoir des élèves qui ont une phobie scolaire, mais qui ont des mauvaises notes avant? Et souvent, ce qu'on me répondait, c'est ah, c'est un peu différent. Ceux qui ont des mauvaises notes, en général, c'est plutôt qu'ils décrochent. Et donc, ce qui est marqué derrière décrochage, c'est l'idée, en fait, ils n'ont pas envie d'aller à l'école. Ils ne sont pas anxieux, c'est juste qu'ils veulent plus aller à l'école. Eh bien, ça, en fait, c'est un malentendu parce qu'il y a des élèves qui n'avaient pas des bonnes notes avant parce qu'ils ont beau essayer, c'est difficile pour eux, et qui développent une vraie phobie scolaire où ils sont très anxieux, ils ont très peur d'aller en classe, mais ils ont quand même tout autant envie de réussir, même si c'est difficile pour eux. Et là, parfois, ils ont un peu la double peine, puisque les enseignants voient ça de l'extérieur en se disant, bon, si c'est un élève qui avait des mauvaises notes avant et qui vient plus, probablement qu'il décroche, probablement qu'il fait l'école buissonnière. Peut-être qu'il n'est pas là parce que ça ne l'intéresse pas. Et là, vous voyez bien que le piège, c'est encore une fois, on va augmenter les inégalités sociales, c'est-à-dire des élèves qui auraient eu déjà besoin de soutien scolaire et qui, en plus, ont besoin de soutien pour leur anxiété, ne vont obtenir aucun soutien parce que on s'attend à ce qu'ils ne viennent pas parce que ça ne les intéresse pas. Donc, il y a aussi d'autres choses qui sont à prendre en compte, c'est que le repérage de ces élèves qui s'absentent et la gestion dépendent du style de l'enseignant. Donc, on a ça encore, ça fait un impact individuel, qui fait que la qualité de l'accompagnement et du soutien va dépendre de la personne. Certains profs vont être très proactifs, décrocher le téléphone, dire bah alors je t'ai pas vu la semaine dernière, comment tu vas, etc. Et puis d'autres vont simplement se rendre compte que certains élèves ont disparu de leur classe, mais se dire bon, c'est pas à moi de le faire. Moi, je fais mon cours, j'ai déjà du contenu théorique à donner, je dois déjà accompagner ceux qui sont là, ce sera à l'administration. Voyez. Et donc, parfois, on a des élèves qui sont un peu perdus en route. Et enfin, et c'est ça qui est magique, c'est que on a un phénomène qui s'amplifie, puisque on a une attribution différentielle des élèves aux enseignants en fonction de leur style. Moi, j'ai rencontré des enseignants qui me disaient non, non, la phobie scolaire, j'en ai jamais. Et d'autres qui me disaient, oui, oui, de la phobie scolaire, j'ai plein d'élèves qui sont anxieux dans ma classe, j'en ai
entre 3 et 5 chaque année. Parfois, ils ont été absents l'année dernière, ils sont en train de revenir et on essaye de les soutenir, on les accompagne, on les appelle, on fait du soutien moral. Et en fait, chaque année, j'en ai plus. Pourquoi? Parce que, eh bien, comme tout gestionnaire d'équipe, souvent les directeurs d'école vont aller donner aux enseignants qui ont le plus de qualité relationnelle, qui sont le plus proches des élèves, qui ont des côtés psychologues comme ça, qui accompagnent, ils vont leur donner ces élèves un peu anxieux en se disant, bon, bah, ce prof-là va bien en prendre soin. Et les autres profs qui ne sont pas particulièrement intéressés par ça, qui font leurs cours, mais qui vont pas à la chasse aux élèves qui sont absents ou anxieux, eh bien, vont moins avoir d'élèves comme ça. Et donc, on a des mondes parallèles, si vous voulez, où parfois les gens me disent, bah, la phobie scolaire, c'est une épidémie, il y en a de plus en plus, j'en ai plein et je m'en occupe. Et d'autres qui me disent, non, non, moi je connais pas, mais en fait, en même temps, j'ai jamais vraiment suivi. Si quelqu'un venait plus en cours, je sais pas trop qui c'est. Voilà. Et donc, on arrive à des controverses sur l'existence de la phobie scolaire. Voilà, c'est presque comme une bulle de filtre sur Internet, sauf que ça se passe dans la vraie vie. Donc, je vous montrais les 4 styles de gestion du refus scolaire. Ça, c'est parmi souvent les personnes, les personnels de l'école, hein. Donc, on a en rose ceux qui s'engagent ensemble, hein. Donc, ça, c'est très souvent les gens de la direction qui ont envie d'avoir une vision comme ça collective en se disant, bah, on est tous derrière cette famille, on va essayer de faire en sorte que cet élève puisse revenir en classe. S'il a de l'anxiété, on va essayer de l'accompagner. Donc, souvent, ils essaient d'organiser ça. L'écueil, parfois, c'est qu'ils sont à un niveau qui est quand même assez élevé et donc, ils vont pas forcément voir l'élève au quotidien quand il est en train de revenir. Donc, ils n'arrivent pas forcément à adapter ça. Ensuite, en orange, vous voyez euh, une autre attitude qui consiste à faire sa part. Faire sa part, c'était souvent des profs, des enseignants, donc au contact directement avec les élèves, qui essayaient d'être très motivés pour aller être proactifs, téléphoner, prendre des nouvelles, demander comment ça s'est passé, si un élève a été absent, etc. Euh, L'inconvénient qui était vécu par ces enseignants-là, c'est qu'ils avaient beau se démener, essayer de bien connaître leurs élèves, essayer d'avoir une relation qui était humaine, qui était soutenante, eh bien parfois ils n'avaient pas d'informations. Puisque au moment des grandes réunions avec l'infirmière scolaire, avec la médecine scolaire, avec les parents, etc., eh ben, ces enseignants-là, qui ne sont pas particulièrement l'enseignant principal, étaient laissés en dehors et parfois même il leur était opposé le secret médical, donc, on leur dit non, non, on ne peut pas vous parler de cet élève. Alors que eux ont envie d'avoir des informations, pas par curiosité ou quoi, mais simplement pour aider au mieux leur élève. Et donc, ils ont l'impression de faire leur part, mais de ne pas pouvoir faire beaucoup plus parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Une autre approche, c'était de voir venir, hein, c'est-à-dire certains des professionnels sont disponibles comme ça pour que les élèves viennent les voir. C'est souvent le cas, par exemple, des infirmiers scolaires, en disant, bah, moi, quand je suis là en permanence, n'importe qui vient à mon bureau, je l'accueille et on discute. Donc voilà, ma porte est ouverte et je vois venir. Ça, ça part très souvent d'un bon sentiment et c'est très utile qu'il y ait ces lieux. Parfois, c'est pas toujours compris par les élèves. Et donc parfois, les élèves ont l'impression que simplement quelqu'un qui est là, mais qui va pas particulièrement aller vers eux, surtout pour les ados, hein, qui parfois, sont parfois un peu timides, si la personne est là, mais va pas vraiment vers eux, ils n'ont pas l'impression que la personne était très disposée à discuter avec eux. Donc, parfois, il faut être un peu plus actif. Euh, voilà. Et enfin, le dernier point, je vous en parlais un peu, c'est les enseignants qui vont considérer que leur rôle, c'est vraiment la transmission des connaissances et pas la gestion des présences et des absences. Et donc, eux, ils extériorisent, hein, c'est-à-dire ils disent, si tu vas mal, va voir l'infirmière, si tu vas mal, va voir les CPE, hésite pas à demander de l'aide aux autres, mais entre guillemets, c'est pas moi. Et donc, je délègue et c'est tant mieux, hein. C'était un peu leur attitude. Et souvent, effectivement, c'est des enseignants qui vont pas avoir beaucoup d'élèves qu'on rescolarise dans leur classe parce que ils sont pas forcément attentifs au quotidien. Euh, voilà. Et donc, ça explique un peu ces biais de perception. Alors, un petit point sur l'impact des préjugés, et c'est important du côté de l'école, hein, pour comprendre ce qui se passe, c'est que vous imaginez bien que dès qu'il va y avoir une barrière de communication entre le jeune et l'enseignant, entre les parents et l'enseignant, etc., il va y avoir des malentendus. Et là, je vous lis juste finalement un extrait
pour comprendre ce qui parfois se passe en dehors de l'école et dont on n'est pas au courant parce qu'on n'a pas eu le temps de se renseigner. Voilà, donc il y a une enseignante qui disait, en anglais, hein, qui disait, j'avais un jeune qui était en échec scolaire, il avait peur de venir parce qu'il savait qu'il n'avait pas fait son devoir, parce qu'il n'avait pas appris et qu'on allait encore lui dire, encore un mot dans le carnet. Nous, on avait créé une ambiance très pesante. À un moment donné, il a commencé à ne plus venir. Il avait la peur au ventre. Nous, on a été très choqués quand les parents ont pu s'exprimer, parce que le jeune, lui, ne s'est jamais exprimé. C'est nous qui avons téléphoné pour savoir ce qui se passait. Et là, je l'ai mis en gras. Pourquoi? Parce que c'est super qu'ils aient téléphoné. En fait, s'ils n'avaient pas téléphoné, ils n'auraient jamais su. Donc, nous, on a téléphoné pour savoir ce qui se passait. Ils sont venus et c'est la maman qui a expliqué, nous, on ne peut pas l'aider pour l'école. Le père, il travaille du matin au soir. La maman était à peine alphabète. Donc, il avait pris du retard, le retard s'accumulant dans l'année de quatrième. Et là, à l'intérieur de nos classes, nous, par nos exigences, qui étaient justifiées, hein, on a juste oublié de nous dire, mais pourquoi? Pourquoi il n'arrive pas à répondre à nos exigences? Le pourquoi, pour nous, c'était, il est immature, il n'écoute pas. Comme pour beaucoup. Eh bien non, il y a quand même une minorité nombreuse qui sort de notre tableau du pourquoi. Ce gamin avait la peur au ventre pour venir au collège, ça peut être vraiment accablant. Donc là, vous avez un tableau typique de phobie scolaire d'un jeune qui a tellement peur d'aller à l'école qu'il a mal au ventre. Il peut y avoir des vomissements avant d'aller en classe. On n'arrive pas à dormir le dimanche soir. Des jeunes qui vont très très mal, qui se rendent malades parce qu'ils ont hyper peur comme ça d'aller en classe. Et vous voyez à travers cet exemple tous les malentendus possibles. Donc vraiment, décrochez le téléphone, appelez, appelez, appelez et essayez de communiquer. Du côté des enfants, des ados et des parents, hein, donc là aussi, on avait interrogé des jeunes à Paris et dans le 93 pour avoir une population variée, hein. Euh, et on a pu voir que donc, tout cela, c'était des jeunes qui avaient une phobie scolaire. Donc, ils avaient déjà été repérés, identifiés, ils avaient été même suivis, hein, avec des soins, un accompagnement, parfois des médicaments s'ils avaient besoin pour l'anxiété. Et là, je vais vous montrer un petit peu comment ils vivaient les choses de l'intérieur, pour vous imaginer un peu qu'est-ce que c'est que d'avoir une phobie scolaire. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que le début, c'est déjà le milieu, c'est-à-dire le jour où le jeune arrête d'aller à l'école, où il dit là, j'en peux plus, je craque. Ça donne l'impression d'une décision brutale, mais en fait, c'est un moment où le jeune lâche, alors qu'avant, il avait déjà eu des crises d'angoisse nombreuses. Il avait essayé de s'autodiscipliner, il s'était déjà dit, je vais y aller, même si je suis angoissé, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait, petit à petit, les angoisses sont devenues tellement importantes qu'à un moment donné, il craque. Mais vraiment comme dans un burn-out, vous voyez, où on pousse, on pousse, on pousse, on avance, on fait des efforts, et puis à un moment donné, on est épuisé, on peut plus. Et à ce moment-là, refuser d'aller à l'école, c'est pas un défi contre l'autorité, c'est pas j'en ai marre, c'est pas je suis paresseux. En fait, c'est simplement reconnaître son incapacité, voir là, en fait, je peux plus, je suis à bout. Et donc, reprendre l'école, ça va devoir se faire avec modération, tout petit à petit. On ne peut pas juste dire, bon, bah super, t'es à bout, tu te reposes pendant 2 jours, et puis maintenant, tu retournes à fond. En fait, ça marche pas. On se rend compte dans les accompagnements qu'on fait, en pédopsychiatrie, au CMP, à la maison des adolescents, qu'il va falloir reprendre avec modération. Et donc, c'est une expérience de la chronicité de quelque chose qui prend du temps pour s'en remettre. Et donc, je vous donne juste un petit exemple d'une jeune fille, hein, qui a 18 ans et qui disait, voilà, je voulais aller au bout de cet échange-là parce qu'en fait, elle avait tenu bon tant qu'elle avait une correspondante, je ne sais plus de quel pays, qui était venue rendre visite et elle n'en pouvait plus. Et elle disait, voilà, le jour où mon correspondant est parti, c'est finalement le jour où j'ai arrêté. À midi, j'ai une amie qui m'a dit, je t'ai jamais vue comme ça, alors que tu vas mal depuis des mois, mais là, je crois que tu as atteint la barre. Elle m'a ramenée chez moi et je suis plus retournée au lycée du tout, du tout. Et c'était une jeune qu'on suivait depuis des mois et qui était en train péniblement de se remettre d'un épisode de phobie scolaire très long, en fait, et très douloureux. Et ben, elle avait tenu, 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 y compris pour accompagner son correspondant. Et puis quand elle avait lâché, elle n'en pouvait plus. Là, c'est une autre mère. Alors, tous les noms sont anonymisés, hein, ce pas les noms des personnes réelles. C'est une mère qui parle de sa fille qui a fait une phobie scolaire. Et elle nous dit, voilà, je pense qu'elle était dans la solitude du coureur de fond et qu'on ne l'a pas repérée. Bon, elle avait quelques camarades, mais elle n'était pas d'équerre avec ses camarades. Elle n'arrivait pas. Moi, elle m'a toujours dit, et elle continue à me tenir ce discours, moi, je peux m'intégrer dans n'importe quel groupe, je peux jouer le jeu comme ça, mais en vérité, ça m'indiffère, ça m'est égal.
Donc, des jeunes qui vont très mal à l'intérieur, mais qui font semblant jusqu'à un certain point d'être dans le groupe, de faire comme si ça allait, alors qu'en fait, ils se sentent déjà très mal. Et donc, il y a un vrai travail de représentation de soi, c'est-à-dire quand il y a une phobie scolaire qui couve, hein, avant souvent qu'on s'en rende compte, avant que le jeune arrête d'aller en classe, il y a ce travail de avoir une image, en fait, faire semblant pour s'intégrer dans le groupe. Et donc là, on a un jeune de 16 ans qui nous dit comment lui, il a appris à essayer de jouer au dur. Euh, et donc, il parle d'un garçon plusieurs années avant qui l'avait mis au défi de se battre, qui lui a dit, tu te bats jamais, vas-y, bats-toi. Et il dit, bah, je lui ai juste mis un poing dans la lèvre et le mec saignait. Et j'ai fait, c'est bon, vous êtes content? Maintenant, barrez-vous. Et ben, je me suis bien forgé mon caractère. Maintenant encore, j'ai peur des gens. J'arrive pas à avoir confiance. Je me sens obligée de me cacher et de faire semblant d'aller bien ou d'être entre guillemets normale pour avoir le sentiment d'être acceptée. J'essaye de connaître tout le monde et que tout le monde me connaisse, mais pas me connaissent une fausse personne. C'est genre une fourchette qui se fait passer pour un couteau pour rentrer dans la bande. Donc, vous voyez, c'est ce vécu constant à l'école de devoir faire semblant pour faire partie du groupe, mais en fait de se sentir complètement à côté de la plaque. D'autres exemples, hein, c'est pas toujours se battre, par exemple. Par exemple, Anna, elle nous dit, elle, il fallait qu'elle soit bien habillée. Il fallait toujours que je sois impeccable, genre bien habillée, bien apprêtée, bonne à l'école, toujours le sourire, toujours être polie. Et Louise, son exemple, c'est qu'elle devait faire semblant euh, de tenir le coup quand les autres l'humiliaient ou la harcelaient à l'école. Je me retenais de pleurer quand je sentais qu'il y avait des gens qui se moquaient de moi derrière mon dos. C'était les moments les plus horribles parce que j'étais toute seule. J'étais obligée de les écouter parce que je pouvais rien faire d'autre et je devais faire semblant comme si de rien n'était. Et donc, du côté des élèves, la conclusion, c'est que la phobie scolaire, c'est vraiment un épuisement du travail de représentation de soi, académique, hein, c'est-à-dire tenir bon pour avoir des bonnes notes, mais surtout émotionnel et relationnel. Donc, garder ses émotions pour soi, faire semblant d'avoir des relations avec les autres, alors qu'en fait, on se sent pas bien et on trouve que ces relations ne sont pas satisfaisantes. Et du coup, le parcours des élèves déscolarisés, c'est avant tout de commencer par renoncer à l'autodiscipline. Il faut d'abord pouvoir lâcher, remettre les choses à plat pour pouvoir reconstruire quelque chose de mieux. Il faut accepter que c'est OK de lâcher à un moment donné. Il faut renoncer aux attentes extérieures hein, pour pouvoir se recentrer sur des aspirations individuelles. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Est-ce que j'ai envie d'apprendre à faire du dessin? Est-ce que, en fait, finalement, ma voie, c'est de faire un métier manuel, même si personne me l'avait conseillé jusque-là? Est-ce que j'ai besoin de changer de filière? Est-ce qu'il faut que je change d'école? Est-ce qu'il faut que je prenne juste un an de pause, en fait? Et donc, ça s'apparente à la traversée d'une maladie chronique et l'idée que vraiment, ça ne va pas se régler en une seule journée. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a ici donc 3 articles publiés dans la revue Frontiers. Donc voilà, vous pouvez regarder en détail et notamment pour les malentendus culturels qui touchent souvent les enfants de familles migrantes ou les enfants de familles défavorisées, où bah, finalement c'est un peu la double peine. On a des malentendus sur pourquoi ça va mal et c'est important de dépasser ces malentendus pour pouvoir aider tout le monde. Et une synthèse de ces travaux qui avait été publiée dans une grosse revue américaine, hein, Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, donc le plus gros journal de pédopsychiatrie américain, et donc en fait un peu du monde, où on a fait une synthèse sur ces difficultés et comment les prendre en compte de manière équitable pour tout le monde. Je vous partage maintenant avec vous les résultats d'une étude qu'on avait fait, que j'ai dirigée avec l'Association de parents phobie scolaire et l'INSERM, et qui a été publiée en 2024. Je vais passer rapidement parce que si on va regarder dans les détails, il faudra que vous le fassiez vous-même parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Donc, je vous donne juste un aperçu. Pour que vous sachiez, c'est la plus grosse étude faite en France sur la phobie scolaire. On avait 1970 parents qui ont répondu grâce au soutien très précieux de l'association Parents Phobie Scolaire qui a aidé à coordonner tout ça. Et donc, on a eu des informations précieuses. D'abord, avant la phobie scolaire, il faut voir que très souvent, il y a eu un changement d'école, il y a pu y avoir la maladie ou le décès d'un proche, un changement de structure familiale, quelque chose de bouleversant. Mais il y a près de 50%, un élève sur deux, 48%, des élèves qui ont une phobie scolaire qui, parfois plusieurs années avant, ont eu un harcèlement. C'est pas forcément juste après le harcèlement qu'on fait une phobie scolaire, ça peut être un an plus tard, 5 ans plus tard. C'est simplement le harcèlement vient briser la confiance qu'on a dans l'école. On se sent plus à sa place, on se sent plus dans un lieu sûr. Et donc, plusieurs années plus tard, on peut avoir beaucoup d'anxiété.
La violence physique aussi est importante. 62% des élèves se disent sous pression, soit sous pression de l'école, soit sous pression de leurs parents, soit sous pression d'eux-mêmes. Donc tout ça, ça contribue à la phobie scolaire. Là, c'est un peu des gros chiffres. Vous pouvez regarder en détail. L'article est accessible en ligne, hein. Il n'y a pas besoin de payer, etc. pour le voir. Vous pouvez y avoir accès. Vous pouvez voir la liste de tout ce qui se cache derrière la phobie scolaire. Derrière la phobie scolaire, il y a des attaques de panique, hein. Ça s'appelle des crises d'angoisse, des problèmes de sommeil, des maux de ventre, des maux de tête, de l'anxiété. Il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de l'école. Voilà, je vous laisserai regarder. Mais aussi, il peut y avoir des diagnostics, vraiment, hein, c'est pour ça que ça vaut le coup de voir un psychiatre, un pédopsychiatre, ou même tout simplement de commencer par son médecin généraliste ou son pédiatre, parce que parfois, il peut y avoir une vraie dépression, hein, qui se cache derrière. Donc, 33% des jeunes qui étaient inclus, hein, avaient une dépression, 28% avaient une phobie sociale. Vous pouvez voir plein de choses sur lesquelles Lisa vous aide aussi, hein, à repérer les difficultés, mais aussi les points forts de l'élève. Donc, on a plein d'élèves qui ont des profils d'apprenants particuliers, hein, avec des difficultés d'attention, avec de la dyslexie, avec tout un tas de choses. Eh bien, alors évidemment, ce n'est pas des choses qu'on diagnostique à l'école, mais il faut voir que tout ça peut être masqué derrière une phobie scolaire, et donc il va falloir creuser. Encore une petite chose pour bien comprendre. On avait finalement, dans cette étude avec plus d'un millier de participants, plusieurs trajectoires de phobie scolaire. On avait des jeunes, alors en vert et en bleu, c'est quand ça va bien, hein, si vous voulez, alors qu'en rouge, c'est alerte, alerte, ça va mal. On a des profils comme ça sur 3 ans de rescolarisation ou de déscolarisation. Ah, je vois que vous vous agitez, j'ai bientôt Ouais. fini. Donc, Ouais, vas-y, tu dis, attention au temps. 5 minutes, c'est bon? Voilà, 5 minutes, il faut Parfait, un peu passer aux solutions. Voilà. super, très Merci, bien. Aïlia. Mais Lélia, pardon, excuse-moi. Donc, on a des jeunes qui réussissent à se rescolariser rapidement et d'autres qui vont vraiment être absents sur plusieurs années. Donc, il faut pouvoir s'adapter à ces différents profils. Les symptômes somatiques sont fréquents, hein, c'est-à-dire maux de ventre, maux de tête, etc. Et les jeux vidéo peuvent devenir une béquille plus ou moins encombrante, hein, c'est-à-dire qu'au début, c'est pour se changer les idées et puis après, ça prend beaucoup de place. Alors, parmi les choses, du côté du pédiatre, du médecin généraliste, c'est important de pouvoir faire appel à tout ça. Savoir qu'il n'y a pas forcément d'équivalence entre les catégories. On ne parle pas le... À l'éducation nationale, le vocabulaire consacré, c'est absentéisme et décrochage. Et donc, c'est important de pouvoir dialoguer, même si on n'a pas forcément les mêmes mots, et donc juste se parler. Et puis parfois, voir comment on peut s'organiser, même avec le secret médical. Parce que ce qui est très important, et là, je vous ai déjà parlé un peu des différents types d'absentéisme, c'est de pouvoir aller pas à pas. Vous pouvez retrouver dans la revue du praticien un peu des choses à faire. Donc, en gros, le message, c'est quand même consulter un médecin à un moment donné parce que c'est important d'avoir un bilan qui est fait. Et ensuite, dans ce qu'il faut retenir, c'est que une fois qu'on a vu un médecin au moins une fois, il va aussi falloir faire des choses au sein de l'école sans avoir forcément besoin du médical en permanence. Déjà, on a une pénurie de médecins scolaires, donc en fait, si on doit toujours attendre le médecin pour faire quelque chose, on ne va pas y arriver. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire à travers tout ça, c'est aussi une formation relationnelle des enseignants à ces élèves dont les comportements ne sont pas toujours forcément identiques à ce qu'ils ressentent à l'intérieur, et une formation au secret médical partagé, c'est-à-dire aller vers l'idée qu'on s'occupe aussi du bien-être des élèves et donc il va falloir qu'on puisse garder des secrets partagés pour pouvoir comprendre l'élève et l'aider au mieux. Il va falloir retenir que c'est important de voir la manière dont on interprète un comportement de l'élève, hein, parce que ça peut avoir un impact sur le parcours de l'élève, et pareil pour le comportement des parents, essayer de dépasser ces malentendus, hein, et distinguer le comportement des intentions. Il y a des émotions dans le corps, il y a parfois un décalage entre le comportement et le ressenti. Un élève qui n'est pas là et qui avait des mauvaises notes, ça ne veut pas dire qu'il s'en fiche de l'école nécessairement, peut-être qu'il a la boule au ventre. Et relever ces malentendus culturels, hein, sinon on risque d'ignorer les minorités. La formation en psychologie, c'est bon pour tout le monde, hein, pour soi-même, pour aller bien dans sa vie, pour cultiver son bien-être, pour savoir prendre soin de soi. Et ça aide aussi à aider les autres, hein, à voir que parfois on ressent des choses à l'intérieur qui sont fortes et pour lesquelles il faut du soutien.
L'école, c'est un lieu de vie collective et donc il s'agit de désegmenter le travail relationnel, hein, c'est-à-dire qu'on peut en faire aussi un peu à l'école. Désegmenter les temps d'enseignement et de vie collective, on sait que ça fait partie des choses qui aident à reprendre après la phobie scolaire, c'est-à-dire de voir que l'école est un lieu où on est bienvenu, où on est accueilli même quand on va mal, où en fait juste on a le droit d'être là en fait, hein, même on n'est pas là juste pour avoir des bonnes notes au contrôle, on est là parce qu'en fait on est accueilli et bienvenu. Aller à la rencontre des parents les plus éloignés de l'école, c'est important. Et ce qu'on avait vu dans cette étude aussi que j'avais dirigée, c'était que les établissements qui sont plus petits, qui sont pas très hiérarchiques, qui sont assez autonomes, vont avoir un fonctionnement un peu familial, qui est plus coucounant pour les élèves, entre guillemets, et qui les aide à reprendre, en fait, sans qu'ils se sentent dépassés dans l'usine. Du côté des élèves, il faut essayer de comprendre que derrière la phobie scolaire, il y a souvent un désenchantement vis-à-vis des relations sociales, hein, mais que c'est pas une incompétence relationnelle. Ils arrivent très bien à faire semblant, à s'intégrer s'ils veulent, mais ils sont un peu désenchantés, ils sont un peu fatigués de tout ça. Et en fait, ils ont une quête d'authenticité relationnelle. Ils aimeraient pouvoir être plus vrais avec les autres. Et donc, il faut reconnaître les efforts entrepris par l'élève, hein. C'est des jeunes qui ont envie de faire bien, mais qui sont épuisés. Les pairs PAIRS, hein, donc les autres élèves sont aussi un soutien pour la persévérance, hein, donc c'est important de montrer qu'on espère que l'autre revienne en classe, hein, que cet élève qui n'est pas là, qu'on ne l'oublie pas. Euh, et, euh, et parfois, on pourrait avoir tendance à se dire, oh là là, c'est des parents qui surprotègent leur élève, leur enfant, ils l'autorisent à rester en classe. Parfois, en fait, c'est souvent des parents qui ont compris que leur enfant était en difficulté et qui s'ajustent à leurs besoins. Donc, il va falloir beaucoup, beaucoup dialoguer. Et comme je vous disais, le secret, c'est le dialogue. En fait, si on reste chacun de notre côté, on juge les autres, on imagine ce qui se passe, on se fait un peu des idées. Et donc, il va falloir dialoguer entre l'école, les parents, le jeune, les professionnels de la santé physique, hein, donc le pédiatre et le médecin généraliste, même pour juste faire un bilan sanguin, vérifier on n'a pas de carence de vitamines qui nous manquent, etc. Et la santé mentale, donc le médecin, pédopsychiatre ou le psychologue pour de la thérapie. Tout ça est important. Et si vous voulez aller plus loin, il y a ce petit livre, Phobie scolaire, retrouver le plaisir d'apprendre. Voilà, je m'arrête là. Super, merci beaucoup Lélia pour cette intervention très riche. Je pense qu'on a vu beaucoup de sujets, c'était très étayé et on a pu aborder un petit peu tous les enjeux autour de la phobie scolaire. Donc maintenant, place aux questions. Donc voilà, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat et donc on essaiera de les transmettre à Lélia dans la mesure du possible. Peut-être qu'on peut lancer une petite question en attendant il y en ait d'autres qui arrivent dans le chat. Concernant un petit peu l'étude que tu évoquais sur la région de Paris en Seine-Saint-Denis, sur la phobie scolaire. Donc on a vu les différents témoignages que tu as pu mettre en avant. Euh, Est-ce que tu en aurais un en tête, ou en tout cas un cas particulier en tête, où il y a eu justement ce dialogue qui s'est créé entre toutes les différentes parties prenantes, donc comme tu l'évoquais sur ta dernière slide, entre enseignants, psychologues, l'enfant, le jeune, qui ont permis peut-être de résoudre cette situation de phobie scolaire traversée par le jeune? Oui, alors il y a eu plusieurs exemples, hein. Là, bah, c'est intéressant que tu parles. Effectivement, donc en Paris et le 93, c'était les ados et les parents, hein, qu'on avait interrogés, mais on a aussi interrogé des écoles directement, et notamment dans des écoles donc soit un collège sur Paris qui est classé REP, et puis aussi un tout petit collège de campagne. Le point commun, c'était vraiment le côté humain et familial. Donc dans celui de Paris, les profs avaient un groupe WhatsApp partagé où en fait ils discutaient un peu des élèves de manière à s'entraider. Par exemple, attention avec l'élève, là les parents divorcent ou il y a telle chose qui s'est passée. Il faut faire gaffe. Et en fait, tout le monde est sur le réseau social et tout le monde est au courant. C'est-à-dire, il n'y a pas un prof qui est attentif et puis l'autre qui ne l'est pas. Donc ça, vraiment, dialoguer en temps réel, c'est important pour faire circuler l'information. D'autres exemples qu'il y avait dans ce collège rural qui était assez petit, c'était vraiment l'idée que l'école, c'est un lieu où on est bienvenu toute la journée,
qu'on se sente bien, qu'on se sente pas bien, on est bienvenu. Et donc, le directeur qui disait, bah, moi, ça m'arrive d'avoir des élèves qui passent la journée dans le couloir de l'administration. Voilà, ils m'aident à ranger des trucs, ils font des photocopies, ils se posent. Et en fait, ils sont bienvenus. Et c'est OK qu'ils soient là. Et on n'a pas cette attitude de méfiance vis-à-vis d'eux en disant, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être en classe. Enfin, parfois, des fois, les adultes, ils réagissent comme ça de manière un peu sèche avec les enfants et les ados. Et c'est juste l'idée de se dire qu'en fait, certains jeunes, ils ont besoin de faire une pause, ils ont besoin de pas être avec tous les autres dans le bruit en permanence. Et en fait, ils sont contents juste de sentir bah, qu'il y a d'autres adultes qui sont là, qui sont contents de les voir, ils ont le droit d'être là. Donc, c'est très important. Alors, je vois d'autres questions qui sont arrivées. Oui, peut-être qu'on peut commencer par deux questions qui se ressemblent un petit peu. On a une question donc, qui pose un petit peu l'enjeu de savoir comment se placer, comment faire pour traiter ces enjeux de phobie scolaire, comment conseiller les élèves et leurs parents euh, en tant qu'infirmière scolaire, mais également en tant que CPE, qui disait, enfin la personne disait que les CPE pouvaient avoir un rôle aussi important. Oui, bah vraiment, ce que je vous dis, hein, c'est le plus important, y compris quand on a des gros établissements et que chacun a des rôles séparés, c'est les décloisonner un tout petit peu. C'est-à-dire faire l'étape de plus qui va être d'accompagner cette famille. Si par exemple les parents viennent pour un rendez-vous, voient le CPE, bah, que le CPE aille accompagner jusqu'au bureau de l'infirmière pour qu'il y ait vraiment cette continuité et ce sentiment d'être accueilli qui est vraiment important. Il faut savoir que beaucoup de parents arrivent en se sentant jugés par l'école, en ayant l'impression, oh là là, je vais passer pour un mauvais parent, etc. Donc, être vraiment délicat, montrer aux personnes qu'on est juste content qu'ils soient là, en fait. C'est très important. Du côté du CPE, évidemment, il y a l'enjeu de euh, prendre en compte les absences, hein, vraiment sur le plan administratif, hein, mais aussi de coordonner. Souvent, c'est la personne qui est le plus en lien avec les parents. Donc, ne pas hésiter à vraiment décrocher son téléphone, être proactif. Euh, voilà. Il y a d'autres choses qui ont été faites aussi, c'est les groupes multifamilles, hein, et donc ça a été fait dans des maisons des adolescents, mais maintenant il va y avoir un dispositif pilote pour essayer de le faire aussi au sein de l'école, et donc pour que d'autres familles se rendent compte autour de jeunes qui ont du mal à aller en classe, qui ont de l'anxiété, et se rendent compte qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Donc ça peut aider. Je vois qu'il y avait une question sur les thérapies adaptées pour aider un ado en phobie scolaire, hein, EMDR ou TCC. Alors, oui, dans les thérapies qui sont adaptées, je suis passée très vite sur la diapo des symptômes somatiques, mais derrière l'anxiété, il y a souvent des traumatismes, hein. Alors, soit des traumatismes caractérisés comme du harcèlement, etc., soit des petits traumatismes répétés comme l'angoisse permanente à l'école, de rater, etc. Et à un moment donné, le corps est surchargé. Et donc, il faut des psychothérapies qui vont être en lien avec le corps pour aider le corps à digérer les émotions. Et parmi ces psychothérapies qui aident à digérer les émotions et à ancrer dans le corps, l'EMDR est très bien. Il n'y a pas besoin de... L'EMDR, ça a été développé pour des traumatismes, mais on n'a pas besoin d'avoir un gros traumatisme pour faire de l'EMDR. En fait, c'est surtout une technique qui aide le corps à reprendre la digestion des émotions et à se calmer. La TCC, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitive et comportementale. Et effectivement, c'est aussi utile parce que ça donne une méthode pour reprendre petit à petit et se réhabituer petit à petit. Par exemple, juste passer dans la rue de l'école une journée et puis le lendemain, se rapprocher du portail et puis la fois suivante, aller dans le hall, etc. Tout ça, c'est des techniques de TCC et évidemment, ça vaut le coup de demander une psychothérapie spécialisée. Super. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. On n'aura peut-être pas le temps de tout traiter. Là, j'avais une question sur voilà, un petit peu quelles solutions concrètes est-ce que les parents peuvent mettre en place pour aménager un petit peu l'environnement d'un enfant en situation de phobie scolaire. Voilà, par exemple, il disait que les PAP ne sont pas forcément suivis. Ouais. Alors, déjà, moi, je dirais, mettez-vous en lien avec d'autres parents parce qu'il y a beaucoup à apprendre de l'expérience des autres. Ensuite, favoriser le dialogue. Le PAP est d'autant plus suivi qu'il y a un dialogue
constant avec l'école. En fait, un vrai PAP qui marche bien, c'est un PAP comme pour une psychothérapie en thérapie cognitive et comportementale qui va être découpé en tout un tas de petits points. S'il arrive à aller jusqu'au portail, c'est super. S'il va jusqu'au hall, c'est super. Si l'élève peut aller à la bibliothèque, au CDI, même sans aller en classe, c'est très bien. Et donc souvent, le PAP, le problème, c'est qu'il y a des grosses lignes directrices, mais il est renouvelé que tous les 2 mois. Et donc en fait, dialoguer quasiment tous les jours ou toutes les semaines en disant, voilà, cette semaine, notre objectif, c'est de faire un cours de plus et que tout le monde soit d'accord là-dessus, c'est le plus important, vraiment, un dialogue continu. Euh, Merci beaucoup de cette réponse. On a aussi donc plusieurs questions qui reviennent plutôt sur le contexte systémique de la phobie scolaire. Voilà, est-ce qu'il y a des récurrences intergénérationnelles dans une même famille? Donc ça, c'est plutôt au niveau plutôt méso, entre guillemets, au niveau des familles. En termes de contexte de crise multiple avec le contexte de montée de l'éco-anxiété, des conflits. Et voilà, sur cette question, je pense que c'est déjà beaucoup. Oui, bah, c'est vraiment multifactoriel. Alors, on sait qu'en France, on a beaucoup de phobies scolaires par rapport à d'autres pays. Et j'avais une autre question sur les comparaisons, hein. En France, on fait partie des pays où il y a le plus d'anxiété scolaire, avec la Corée du Sud et le Japon, qui sont deux autres pays où il y a beaucoup de pression scolaire dès la maternelle, hein, quasiment, pour être le meilleur. C'est très compétitif. Donc ça joue, c'est le gros phénomène de la pression scolaire. Ensuite, on sait qu'il y a des choses qui aggravent ça. Le Covid, ça a aggravé les choses, puisque travailler de chez soi, comme on disait, après les vacances, hein, ça déconditionne un petit peu au fait d'aller en classe en présentiel. Et donc, c'est difficile de s'y remettre. L'association de parents phobie scolaire a eu un bond des inscrits après le Covid. Euh, L'éco-anxiété, bon, je dirais que peut-être pas directement, mais effectivement, plus on va en classe en ayant l'impression d'apprendre des choses qui sont déconnectées avec les défis d'aujourd'hui, plus c'est difficile d'y aller. Et donc, c'est aussi important d'essayer d'ancrer les plus jeunes dans des choses qui montrent que l'école, elle a un sens pratique et concret. Voyez. Donc tout ça, ça peut jouer. Sur le plan intergénérationnel, on sait que si les parents ont eux-mêmes une scolarité qui est très angoissante, avec des mauvais souvenirs, bah, toute la famille peut finalement avoir un manque de confiance vis-à-vis de l'école. Je dirais pas que ça déclenche la phobie scolaire, mais ça peut être plus difficile d'avoir un dialogue, de faire confiance, de se dire que ça va aller dans un moment difficile. Super. Donc, je vois que le temps file, et ce que je vous propose et ce que je te propose aussi, Lélia, c'est qu'on reste un tout petit peu plus longtemps, donc jusqu'à près 19h05, quelque chose comme ça. Voilà, pour continuer. Mais pour celles et ceux qui le souhaitent, on a envoyé voilà, un petit questionnaire d'évaluation dans le chat et les différentes informations. Si vous voulez vous inscrire au webinaire passé, revisionner les anciens webinaires pour ceux qui doivent nous quitter. Euh, et donc, je vais proposer une autre question. Euh, on a une question pour savoir comment faire comprendre au personnel de l'éducation nationale que c'est compliqué de... Alors, pardon, je comprends pas très bien la question en fait. Comment aider à faire comprendre au personnel de l'éducation nationale que la demande des établissements scolaires d'un justificatif d'un pédopsychiatre prend beaucoup de temps et donc que ça peut rallonger la prise en charge. Mais bon, c'est une question très spécifique. Je ne sais pas si tu auras... Oui, mais c'est une question qui est réelle parce qu'en fait, il n'y a plus assez de pédopsychiatres en France. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup avant, mais là, on est sur un boom des départs en retraite. Donc, on n'a plus assez de pédopsychiatres. Chaque enfant qui a une phobie scolaire ne va pas pouvoir avoir un pédopsychiatre attitré, c'est pas possible. Donc, on a besoin des généralistes, on a besoin des pédiatres, mais en fait, en pratique, beaucoup des généralistes, pour aider à poursuivre les certificats. En fait,
qui se passe, c'est que le pédopsychiatre doit donner une ligne directrice, quel est le plan à venir sur les mois qui viennent. Mais ensuite, si on a besoin de certificats toutes les mois ou toutes les quelques semaines, il faut que le généraliste puisse euh, les reconduire. Donc, c'est important d'inclure les généralistes, de les former aussi. Super. Concernant, on a une autre question sur la question du genre. Est-ce qu'il y a un genre qui est plus concerné que l'autre euh, en ce qui concerne la phobie scolaire? Alors non, et ça, vous pouvez voir le détail dans l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, les Trajectories of School Refusal. C'est 50-50, grosso modo. Et le pic d'apparition est autour de 11 ans, c'est-à-dire il y a des enfants qui commencent à avoir une phobie scolaire avant ça, d'autres après, mais le pic, c'est en gros à l'entrée au collège. On a aussi une question qui demande si le PAI, trouble anxieux, enfin si un PAI, trouble anxieux scolaire, n'est-il pas plus approprié qu'un PAP? Alors ça, c'est je dirais, des discussions de spécialistes. Ouais. Ça vaut le coup surtout de voir ceux avec quoi la médecine scolaire, l'infirmier scolaire avec qui vous travaillez euh, est habitué à travailler, avec l'équipe scolaire. Vraiment, moi, je considère que ces papiers sont des formalités presque et que le gros du travail, c'est vraiment de se mettre d'accord entre l'école, les parents, le jeune, la médecine, sur comprendre que c'est un enfant qui a besoin d'être accompagné, que ça va prendre du temps. J'ai vu qu'il y avait une question sur les rechutes, que oui, il peut y avoir des rechutes. Et parfois même, on prévoit les rechutes, on anticipe les rechutes, on sait que bah, on va y aller, ça va aller. Et puis à un moment donné, on va être très fatigué. Bah, très bien, on fera une journée de pause. On va pas attendre d'être au bout du rouleau pour faire une pause. Et puis ensuite, on continue. Euh, Ouais. On a une question qui questionne un petit peu le lien entre infantisme et phobie scolaire. oui. Alors, infantisme, donc c'est les préjugés et discriminations contre les enfants et adolescents, donc contre les mineurs. Et je pense qu'on me pose cette question puisque j'ai écrit un livre en 2023 aux éditions du Seuil pour introduire une traduction française du terme childism en anglais. Et donc, oui, effectivement, le fait qu'on considère les enfants et adolescents comme malheureusement, à tort, comme parfois paresseux, comme ne faisant pas d'efforts, comme parfois voulant mentir plutôt que de dire la réalité, tout ça, ça contribue à une ambiance où on va douter d'un jeune qui dit je vais mal, j'en peux plus en fait, ou j'y arrive pas. Et très souvent, les parents eux-mêmes, leur première réaction, c'est d'être un petit peu choqués quand leur enfant n'arrive plus du tout à aller à l'école. Et la première remarque qu'ils font, c'est, tu sais, la vie, c'est pas facile. Moi aussi, le matin, j'ai pas envie de me lever et je vais quand même au travail. Tout le monde doit faire un effort. Sauf qu'en fait, souvent dans la phobie scolaire, c'est un jeune qui a fait des efforts depuis 1 an et demi, depuis 2 ans, qui se force, qui a la boule au ventre, qui des fois qui vomit sur le trajet. Et quand il arrête, en fait, des fois, c'est blessant pour les ados que j'avais suivis. Ils me disaient, mais moi, je l'ai mal pris quand mes parents m'ont parlé comme ça en me faisant la morale, alors que, en fait, j'étais au bout du rouleau. Donc voilà, il faut voir aussi qu'un jeune qui dit je vais mal, mais j'ai besoin d'aide, c'est un jeune qui n'a pas fait de tentative de suicide, donc c'est déjà bien, hein. C'est un jeune qui a su demander de l'aide avant qu'il soit trop tard. Et donc, bah, voilà, c'est quelqu'un qu'on va aider. Mais euh, commencer par des remarques infantistes en disant dis donc, t'es paresseux, tu fais exprès, ça n'aide pas. Très bien, on va peut-être prendre une dernière question. Est-ce que, il y a un modèle d'école qui montre des niveaux d'anxiété un peu moins élevés? Euh, tu l'as déjà un petit peu évoqué là-dessus, mais peut-être revenir plus précisément. Oui, bah, bon, alors pour vous donner des études internationales, etc., je ne vais pas pouvoir vous citer de chiffres, mais de manière générale, effectivement, on a une tension entre, d'ailleurs, c'était très bien expliqué dans votre présentation sur l'ISA, entre les besoins individuels d'un élève
qui va avoir besoin finalement de flexibilité, d'ajustement, hein. Dans l'idéal, une école parfaite serait une école où tous les adultes seraient disponibles, ajustés sur le plan émotionnel, pourraient comprendre, voilà, comment tu vas, est-ce qu'on modifie les choses pour que tu te sentes bien. Donc la tension entre ça, qui serait idéal sur le plan individuel, et puis la nécessité du collectif. C'est-à-dire que l'école, c'est quand même un lieu de socialisation, on a des classes qui sont nombreuses, on a un ratio d'adultes par élève qui n'est pas si élevé, hein. On n'a pas beaucoup d'adultes pour encadrer beaucoup d'élèves. Et donc, quand c'est possible, effectivement, avoir des structures qui sont plus petites, qui sont humaines, où il y a un rapport d'horizontalité entre les enfants et leurs enseignants, et ben ça aide à se sentir accueilli. Voilà. Euh, Après, c'est pas toujours possible avec les moyens du bord, mais c'est aussi, je pense, une question de culture. Moi, j'ai aux États-Unis depuis 4 ans. Ils ont aussi des écoles publiques qui sont pas dotées de beaucoup de moyens, mais il y a une manière d'être qui est très chaleureuse avec les enfants. A priori, on va supposer, on va avoir un filtre de confiance, on va supposer que l'enfant veut bien faire. Et en fait, ça aide déjà pas mal pour avoir des relations qui se passent mieux. Merci beaucoup, Lélia, pour cette intervention.